présidents des commissions électorales régionales sont en formation depuis ce matin au palais des congrès de Niamey. Ils recevront des rudiments sur l'observation des élections dans notre pays. Dans ce journal, un reportage sur l'état de l'école à Difa avec la situation sécuritaire. La situation s'est normalisée grâce aux efforts de l'État et des organisations des Nations Unies telles que l'UNICEF. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Et nous débutons par l'actualité dans nos régions. La situation de l'école à Difa, perturbée ou menacée à un moment, est en train de se rétablir. Un maintien dû à une synergie des actions aussi bien de l'État que de ses partenaires à la tête desquels se trouve l'UNICEF. Le point avec nos envoyés spéciaux Ousmane Sidikou et Sadoumi. Menacée sérieusement de disparition, l'école dans la région de Difa revient de très loin. Une situation liée au contexte particulier de la région, d'où cet impact négatif à travers une relocalisation des écoles dans certaines contrées. Là où la situation est un peu plus difficile, c'est dans la zone de Bosso. Dans la zone de Bosso, où en tout cas beaucoup d'écoles sont jusqu'à présent fermées, compte tenu de la persistance de la situation sécuritaire. Mais néanmoins, là-bas aussi, nous avons fait beaucoup d'efforts, en ouvrant notamment au moins plus de la moitié des écoles, parce que la ville de Bosso est sécurisée, donc on a pu faire la relocalisation là-bas. Il y a des écoles que nous avons relocalisées aussi à Toumour, qui est aussi un site sécurisé, et à Gagam, sur le tronçon d'Ifanigimi. Une préoccupation pour l'État, dont l'appui ne s'est fait pas attendre. Du côté de l'État, donc, on a mis à notre disposition les moyens nécessaires pour effectuer en tout cas les déplacements, le suivi régulier de ces sites-là que nous avons créés, et des appuis en tout cas en matériel pour la confection en tout cas des classes d'urgence. Nous avons fait ça, et notamment aussi l'appui en vivres, parce qu'il y a des cantines qu'on appelle cantines de l'État, et l'État nous a appuyé en tout cas moyens pour acheter des vivres et placer dans ces écoles-là. Appui diversifié aussi avec d'autres partenaires qui œuvrent dans le secteur aux côtés de l'État. Nous pouvons saluer déjà ici l'appui de l'UNICEF qui nous a en tout cas donné des tentes pour renforcer nos périodes, des classes préfabriquées que nous avons installées en tout cas dans différents sites, des sacs d'écoliers que nous avons donnés à ces enfants pour qu'ils puissent mettre le matériel qui est mis à leur disposition. Nous avons aussi reçu des kits de fourniture scolaire, c'est des kits, un kit pour 40 élèves. Donc nous avons reçu en tout cas plus de 40 kits que nous avons mis en place en tout cas dans ces écoles-là. Maintenant, à côté de l'appui de l'État, nous avons naturellement l'appui des partenaires, nos partenaires classiques, notamment l'UNICEF, le HCR, le PAM, la Niger, Save the Children, Coupi. L'école constitue un des secteurs sociaux de base, certes grippé à un moment dans la région de Difa. Des efforts sont en train d'être déployés et ces derniers semblent avoir porté leurs fruits, d'où sa stabilisation. Restons toujours dans la région du Manga. Ils sont nombreux les réfugiés retournés qui se sont installés à Adjimeri, au nord de la ville de Difa. Ces personnes ont fui des attaques de Boko Haram pour se retrouver dans cette partie de Difa où ils mènent tranquillement leurs activités. Retrouvons nos envoyés spéciaux Ousmane Sidikou et Sadoumi. À l'intérieur de sa case, un matelas, un parterre et quelques effets entassés dans un coin. La cinquantaine révolue, avec son physique frêle et sa barbe blanche. Lui, c'est Boubacar Boyi. Il répond au nom de tous ces déplacés de ce site urbain d'Adjimeri, venus de Baga au Nigeria, pour en arriver là que de péripéties vécues. Nous sommes venus ici en catastrophe au regard de ce qui s'est passé dans le pays voisin qu'est le Nigeria.
C'est vrai, nous sommes en paix, nous vivons en paix ici au Niger, sauf qu'en ce moment, nous faisons face à quelques difficultés inhérentes à la vie, notamment la nourriture pour les enfants. Certes, vivant en paix au Niger, mais tout de même, il n'en manque pas quelques difficultés. Nous remercions Dieu car par la grâce de ce dernier, nous vivons en paix. C'est l'inquiétude sur ce site d'Ajimeri. Mais sauf que les problèmes, vous savez, ça ne manque pas. Ça fait partie de la vie. Mais néanmoins, nous voulons être aidés. Ils sont nombreux ici sur ce site d'Ajimeri à l'image d'Aboubakara. Même s'ils sont assistés, ne demandent qu'à voler de leurs propres ailes, d'où leur appel pressant à être mis dans des conditions de vie. Ouvrons à présent la grosse page consacrée à l'actualité politique et débutons par la suite des portraits des candidats à la présidentielle le 21 février prochain. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre celui du candidat de la Convergence pour la démocratie et le progrès, CDP Marhaba Bikoum. Maman Jean-Philippe Padonou, candidat du parti Convention pour la démocratie et le progrès, CDP Marhaba Bikoum, est né le 23 août 1954 à Maradi. Après de brillantes études primaires et secondaires effectuées au Niger, il intègre l'Institut de transport et de transit du groupe SK à Abidjan, d'où il sort nanti du diplôme de cadre supérieur en logistique et transit. Armé de ce précieux sésame, il embrasse une carrière promoteuse au sein de la NITRA. Puis, il intègre le groupe Intertrans à Niamey, où il fut directeur du fret aérien de 1982 à 1984. Convaincu que le Niger, l'Afrique en général, doit se doter d'outils de son développement et conscient du rôle de l'entreprise dans ce domaine et celui de la création d'emplois décents, il s'investit en qualité de fondateur et administrateur de la première société nigérienne de transit, Unitraf, en 1984, puis du groupe STS Bénin en 1993, Estel Côte d'Ivoire en 1996 et enfin TIC Niger en 2006. Sur le plan sportif et associatif, l'homme fut président de la Ligue de Niamey de basketball, dirigeant de la fédération de handball, président de l'ONG Rayol Kowa, président du club de handball Unitraf. Cet homme autodidacte que rien ne destinait à la vie politique, il fit pourtant son entrée à la faveur d'une rencontre avec Tanja Mamadou, alors préfet, ambassadeur puis président du MNSD Nassara. En 1988, il lui propose et fait de lui son conseiller. À ce poste stratégique, il contribue à l'ascension de l'homme jusqu'à la magistrature suprême en 1999. Poursuivant sa mission, il fut conseiller spécial de Tanja Mamadou, président de la République du Niger. Il occupe par la suite le poste de vice-président du parti RSD Gaskia entre 2006 et 2011 et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale sous la 6e République. En novembre 2014, il décide de créer un nouveau cadre d'expression politique pour les jeunes, le CDP Marhaba Bikoum, dont il est élu le président national et investi candidat aux élections présidentielles du 21 février prochain. Son but est d'offrir à la jeunesse nigérienne un nouveau cadre d'expression et d'intégration politique. Il commence déjà à tenir parole. Plus de 70% des membres du bureau politique ont moins de 45 ans. C'est donc en parfaite connaissance du monde des affaires et de la chose publique, un homme doté d'une vision pour le Niger et sa jeunesse, qu'il brigue aujourd'hui la magistrature suprême de notre pays. Mamadou Jean-Philippe Padonou est marié et père de 6 enfants. Et puis, deuxième jour hier de la tournée du candidat du PNDS Taria dans la région de Tawa dans le cadre de la campagne électorale. Issou Mamadou a animé hier un meeting à Ilela. C'était en présence de nos envoyés spéciaux Nafis Zakou et Halil Bourema. Kai Mungani Mungode, c'est sur ce slogan qu'a été accueilli le candidat du PNDS Taria à l'élection présidentielle du 21 février prochain dans le département d'Ilela. Ici également, de nombreuses réalisations ont été faites par le candidat Issouf Mamadou durant le premier mandat. Pour le département d'Ilela, les infrastructures, on peut citer la route Bougia-Ilela-Badichi, la voie de la route Ilela, la route Aoulis-Tanaye,
La route LN15 d'Andaji et ceci peut-être la route d'Andaji-Kawa. La construction de nouvelles infrastructures, commissariat de police, gendarmerie, environnement, centre de formation au métier et de première classe en matière technique, plusieurs infrastructures et autres appuis dans le plan administratif français, plusieurs infrastructures de santé, etc. Le candidat des 43 partis alliés, Issoufou Mahamadou, a pris la parole pour tout d'abord remercier la population d'Ilela pour l'accueil qui lui a été réservé et pour leur soutien pendant les élections précédentes avant de leur expliquer son projet pour le Niger une fois à la magistrature suprême. Ina tunanin wani suna ya kamata a ba wannan tsari na gyaran Ilela. Ilela ina da suna cikin Ilela akwai lele. Kun san lele? Kun san lele? Ilela lele. La population d'Ilela et alentour s'est dit plus que jamais déterminée à donner le maximum de voix pour une victoire éclatante du candidat à l'élection présidentielle. Présentation hier après-midi au siège du Modène FA Lumana Africa d'un programme politique du candidat à la présidence du parti Hamamadou. Il s'agit plutôt d'un document de 200 pages portant sur tous les aspects socio-économique et politique du pays. Le résumé de ce document avec Adam Ousmana. La présente rencontre entre membres du bureau politique national du Modène Falloumana et les hommes des médias vise à faire la présentation officielle du programme de gouvernance du candidat Hama Amadou pour les présidentielles de 2016. Un programme solide, fort de près de 200 pages, prenant en compte tous les aspects socio-économiques du pays. L'honneur est revenu au secrétaire général de cette formation politique de livrer le message du président du Modem Lumana Africa à cette occasion. Je suis candidat en dépit de tout, sollicitant l'aide de Dieu encore une fois de plus et confiant dans votre esprit de justice, de façon que le handicap dans lequel m'a placé la rancune ténace de ceux qui me sont paradoxalement redevables de leur position ne diminue en rien mes chances de gagner massivement vos suffrages. Mon destin, comme Dieu l'a décidé, est désormais entre vos mains. Et je vous fais confiance. Si je suis candidat, ce n'est ni par ambition démesurée, ni orgueil, encore moins par manque d'humilité. Mais c'est parce que j'ai l'absolue conviction de pouvoir apporter au redressement urgent de notre pays, aujourd'hui mal en point, à tout point de vue, le capital de mon expérience appréciable en matière de gestion efficiente des affaires publiques. Hama Amadou de rappeler aux concitoyens son utilité pour le mieux-être de l'ensemble des Nigériens avant de faire la genèse des mots minant le pays sous cette 7e République. Il a par la suite demandé aux Nigériens de mettre fin au marketing politique et présenter par la même occasion son programme politique. Je voudrais, si je suis élu, privilégier les actions qui toucheront directement le bien-être quotidien du Nigérien. Ses libertés, ses droits, mais bien évidemment les actions qui l'inciteront à assurer ses obligations envers la nation, avec un peu plus sens élevé de responsabilité et une véritable fierté d'être un citoyen dans la plénitude du sens de ce mot. Un programme dont le chargé de sa gouvernance du candidat de Modem F. Lumana a bien voulu donner d'amples explications sur son contenu. Un programme se distinguant des autres selon lui pour rompre avec la façon de faire vu l'expérience du candidat à la présidentielle du Modem Lumana Africa, Hama Amadou. En somme, une réponse globale aux défis de développement du pays à travers le développement structurel dans tous les secteurs socio-économiques, voire politiques. Pendant ce temps, la coordination de la zone Lazare, Nord-Fesso et Bobiel 1 et 2 a organisé cet après-midi un meeting de soutien aux candidats du parti UDR Tabat
aux élections législatives et présidentielles du 21 février prochain. C'était dans le quartier Lazare 1 en présence de nos reporters Michel Deji et Ibrahim Aoudou. Ayant pour objectif principal de contribuer à la victoire de Amadou Boubacar Cissé, candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février prochain, cette manifestation est une occasion pour tout d'abord revenir sur le parcours et le charisme de leur camarade président. Amadou Boubacar Cissé est un patriote de première heure, un technicien et technocrate. Fin patricien de l'économie et des finances, docteur et ingénieur de son état, il est rigoureux et pragmatique, courtois et humble, sage et tolérant. Il a le sens de l'écoute et trouve solution à tout. Cissé est l'homme qu'il faut pour le Niger. Il a fait ses preuves au Niger, à la Banque mondiale, à la Banque islamique de développement et au sein des organisations et institutions internationales et partout dans le monde. Cissé est un homme de bonté et de volonté. En somme, Cissé est tout. Je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques semaines, les partis de l'opposition ont signé un pacte qu'ils ont dénommé la COPA, Coalition pour l'alternance 2016. Et au sein de cette coalition, il y a bien sûr leader Tabat, il y a le MNSD, il y a le Lumana et les autres partis. Donc je voudrais vous dire que tout ce que vous voyez n'est que du bluff. Le pouvoir prétend avoir 40 partis politiques derrière le président sortant qui est candidat à sa propre succession. Mais je voudrais vous dire que les 40 partis-là ne veulent pas un seul parti de l'opposition. Pour cela, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, nous allons vaincre, nous allons gagner. 2016 sera la fin du gourou système. Occasion alors pour la coordination de zone de ce parti d'appeler tous ses militantes et militants à aller retirer leur carte d'électeur pour pouvoir passer à l'action le 21 février prochain. Les structures membres de la campagne cultivant à la rencontre des candidats à la présidentielle du 21 février prochain. Objectif présenté aux 15 candidats le manifeste afin d'obtenir d'eux les engagements forts à l'endroit du monde rural. S'engager à faire davantage pour le monde rural, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'accès aux fonciers pour les femmes, entre autres, c'est l'essentiel des 7 doléances que comporte le manifeste traduit sous forme de Al-Kawali, engagement ou promesses par les structures membres de la campagne cultivant. Le dit manifeste est présenté aux 15 candidats à l'élection présidentielle du 21 février 2016. Le candidat du parti politique Convention pour la République CPR Inganchi, Mokhtar Mohamed Kassoum, a échangé avec les structures membres de la campagne cultivant sur le manifeste. Nous savons tous aujourd'hui l'agriculture fait face à des menaces, notamment liées au changement climatique, à toutes les perturbations. Dans le cas d'héritage et certains pesanteurs sociologiques font que, effectivement, nous n'avons pas à l'intérieur de nos zones rurales des véritables producteurs. Nous allons beaucoup plus orienter notre politique vers l'agriculture familiale. Même exercice avec la structure de campagne du candidat du MNSD Nassara, El Haj Seynou Marou. Ici, les 7 Al-Kawali sont entièrement pris en compte dans le programme du candidat Rassure-t-on. Notre philosophie de développement, c'est le développement à la base. Mais la base, c'est quoi? C'est le monde rural. C'est pour cela, à la fois chez nous, l'agriculture, c'est à la fois la base et le moteur de la croissance. On ne peut pas faire le développement à la base si on n'intègre pas cette dynamique-là. C'est à la page 2 de notre programme, on a parlé de ça, Al-Kawali 1. J'ai comme l'impression que vous nous avez espionnés et puis vous avez élaboré les différents Al-Kawali. C'est à l'ensemble des 15 candidats que le manifeste a été transmis et les membres de la campagne cultivant vont les rencontrer pour leur expliquer les contours. Une cérémonie officielle de signature du manifeste est prévue.
L'objectif visé par les structures membres de la campagne Cultivons est d'obtenir des engagements forts de la part du prochain président de la République du Niger pour les acteurs du monde rural qui représentent plus de 80% de la population nigérienne, donc l'essentiel de l'électorat. À leur tour, les présidents des commissions électorales locales sont en formation depuis ce matin dans le cadre du premier tour de la présidentielle couplé aux législatives. Ils seront formés sur le rôle qu'ils auront à jouer dans le cadre de ce processus électoral. Le résumé avec Ali Cissé Ibrahim. Cette formation initiée par la CENI vise à outiller les présidents des CENI locales relativement aux responsabilités qui seront les leurs concernant les opérations de vote qui interviendront dans les jours à venir. Maître Kadri, vice-président de la CENI, précise l'utilité d'une telle rencontre. Cette rencontre électorale vise à regrouper l'ensemble des présidents des commissions pour qu'ils soient formés sur le processus électoral et les opérations électorales afin qu'ils procèdent à des formations en cascade au niveau de leur région, leur commune et les départements. Ensuite, selon El Haj Abdoulaye Mahmoud, formateur à la CENI, plusieurs thèmes seront abordés pendant les 2 jours que durera la formation. Il y a un certain nombre de thèmes. D'abord, le premier thème, c'est le rôle et la responsabilité d'un président de commission électorale décentralisée. Il y a la gestion la gestion d'un vote à scrutin multiple. Il y a la gestion d'un bureau de vote. Il y a le mode de calcul des résultats. Donc tout ceci, ce sont des éléments dont ils auront nécessairement besoin une fois sur le terrain. Pour sa part, le président de la CENI, Ibrahim Boubé, a appelé les participants à la formation d'être assidus aux travaux et d'internaliser l'essentiel du code électoral afin de réussir la mission qui leur est confiée. La Constitution de la 7e République accorde une grande place aux droits des individus. Cependant, avec la pratique de la politique, ces mêmes droits sont actuellement ignorés. Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Élément de réponse dans ce reportage de Ali Cissé Ibrahim. Le Niger est un grand pays qui actuellement est à la croisée des chemins. 2 chemins qui peuvent l'entraîner soit dans l'abîme ou sur celui de la prospérité. Ainsi, avec le jeu politique, beaucoup de Nigériens sont ébahis et inquiets relativement à l'observance des droits individuels. Présentement, les droits des individus sont malmenés et chaque citoyen lucide n'a pas besoin d'être juriste ou spécialiste de sciences politiques pour le comprendre. Pourtant, ce qui fait tache d'huile, c'est lorsque le président sortant et candidat à sa propre succession, Issoufou Mahamadou, a affirmé lors du lancement de son programme de campagne que tous les droits individuels avaient été garantis pendant son premier quinquennat. Mais dans la pratique, c'est le contraire qui se déroule. Pour cause, pour peu qu'on émette des idées d'opposition, on se retrouve embastillé. Ce qui du reste est déplorable en cette période de campagne où l'expression doit être libre et totale. Plus encore, l'esprit de l'article 30 de la Constitution qui dit que toute personne a droit à la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, etc. est à l'heure actuelle étranglé. Et être opposant au Niger aujourd'hui est synonyme d'avoir toujours des problèmes avec la police et la justice, ce qui dénote un manque frappant de fair play de la part des tenants du pouvoir. Alors il convient au plus haut niveau de mettre un frein sur le harcèlement dont sont victimes ceux qui ne regardent pas dans la même direction que ceux qui dirigent, histoire d'aboutir à des élections apaisées et acceptées de tous. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal consacré à l'entretien du candidat du CDP Marhaba Bikoun, Maman Jean-Philippe Padounou. Il parle de son programme pour le Niger une fois élu à la magistrature suprême de notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bonne réception. Monsieur Padounou, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle premier tour du 21 février 2016. Sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Bonjour Foyer, merci de cette opportunité. Eh bien, notre programme, il est clair. Il est essentiellement basé sur le monde rural, la jeunesse,
et la femme. Nous disons monde rural pourquoi? Parce que jadis, le Niger avait une économie essentiellement basée sur l'agriculture et l'élevage. L'agriculture en cela que le Niger était l'un des premiers producteurs d'arachide. Nous avons eu la chance de connaître cette époque. Et à l'époque, le Niger exportait plus qu'il n'en importait. Aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Eh bien, nous avons sillonné le pays, nous avons échangé, et nous avons compris que la problématique du Niger, c'est le monde rural. Donc, notre action sera essentiellement axée sur elle. Identifier les produits en mesure d'être exploités et exportés pour créer la richesse. Nous avons en cela, par exemple, le riz. Il est temps de développer la filière riz. Le fleuve Niger nous traverse sur à peu près 500 km, c'est-à-dire que nous avons à peu près 1000 km de berges. Eh bien, notre programme, c'est de relancer la filière riz. Sur toutes les berges du fleuve Niger, pour atteindre, au bout de 5 ans, l'autosuffisance alimentaire en matière de riz. Et, que dis-je, au bout de 5 ans, exporter dans la sous-région du riz. C'est faisable. C'est faisable en nous basant sur notre jeunesse. Nous avons des écoles, nous avons l'école d'agronomie qui forme. Mais ils vont où ces jeunes? Eh bien, ce programme leur est destiné. Nous avons la filière oignon, qu'il va falloir reprendre et restructurer. Nous avons la filière ail, nous avons la filière pomme de terre, nous avons également la filière sésame et la filière souchet. Tous ces produits sont des produits de rente, donc destinés à l'exportation et de par là créer la richesse. Et également, ce sont les jeunes que nous allons initier à ce programme. Alors, le point fort de notre programme également réside dans l'élevage. L'élevage, c'est la mamelle de notre pays. Le Niger est le premier producteur de bétail, tout bétail confondu dans la sous-région. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous exportons ce bétail vers les pays tiers. Eh bien, nous allons arrêter cette exportation de bétail qui ne nous crée aucune plus-value, donc aucune richesse. Nous nous engageons, une fois élus, dans les 6 mois, à créer des industries animales, c'est-à-dire des abattoirs qui répondent aux normes internationales pour exporter la viande du Niger en lieu et place du bovin, en lieu et place des ovins et en lieu et place des caprins. Et là également, c'est les jeunes. Donc il va falloir réhabiliter cet élevage qui est jusqu'à présent contemplatif pour en faire un élevage productif. Créer au besoin des zones essentiellement et exclusivement pastorales. Et les identifier. Le problème qui se pose à notre élevage, c'est quoi? C'est que vous avez des zones de pâturage où il manque d'eau. À ces zones, il faut créer des points d'eau. Vous avez également des zones où il y a de l'eau, mais il n'y a pas de pâturage. Et là également, il faut cultiver le pâturage. Le pâturage ne doit plus être naturel. Et comprenez avec moi que le mil, ça suffit. Hein? Le mil ne nous règle aucun problème aujourd'hui au Niger. Donc, allons vers cet élevage contemplatif, transformons-le en un élevage productif, développons les industries animalières. Ok, nous avons la filière en ce moment viande. Je disais tantôt, la viande du Niger, c'est la meilleure viande, c'est une viande de qualité qu'il va falloir exporter vers les pays de la sous-région. Et plus loin, c'est-à-dire il va falloir exporter la viande, non pas la viande brute, mais la viande traitée. Moi, je serais très heureux de voir dans les étalages, dans les supermarchés en Europe et dans les pays africains, la côte du Niger, le filet du Niger, etc. Très bien. Donc, je disais tantôt, il fallait développer des abattoirs qui répondent aux normes internationales. Et de facto, nous allons vers la création d'industries de traitement des peaux, parce qu'il faut transformer ces peaux-là en cuir pour les exporter. Donc, vous avez une création de richesses
Et vous avez création d'emplois également là. Et ça, je dis, il y en a assez, on peut le faire dans la première année. Dans ce programme, nous ne pouvons pas le faire seul. Nous sommes obligés de le faire avec les pays de la sous-région. Donc, traiter avec la sous-région en ce sens que nous revenions au système de troc. Les pays du Sud nous fournissent à manger et nous leur fournissons de la viande. Voilà notre programme. Et je disais que ce n'est pas un programme utopique parce que nous avons passé 15 ans à réfléchir là-dessus. 15 ans. Voilà 15 ans que nous avons initié ce programme lorsque nous étions au conseil spécial du président Tanja. Mais je ne sais pour quelle raison il y a eu un blocage là-dessus. Eh bien, nous, si nous sommes élus, nous allons l'appliquer. Et si il devait nous être permis plutôt de travailler avec les prochains gouvernements, ce programme également, nous allons l'imposer. Nous allons l'imposer parce que c'est celui-là qui est vecteur de croissance. Nous avons parlé des jeunes. Les jeunes, ils sont laissés pour compte au Niger. Pour nous, un jeune égale formation égale emploi. Il nous faut pour ces jeunes créer des centres de formation dans toutes les régions. Que dis-je? Même dans les départements. Parce que, écoutez, si vous entendez, nous avons le lycée technique de Maradi. Après le lycée technique de Maradi, vous avez 2 ou 3 lycées professionnels. Non. Vous n'avez aucun Nigérien qui est formé dans la maçonnerie, dans l'électricité du bâtiment, dans la chaudronnerie, dans la menuiserie métallique ou bois. Non, il faut former ces jeunes. Tous ces emplois aujourd'hui sont opérés par des jeunes qui nous viennent d'ailleurs ou des professionnels qui nous viennent d'ailleurs. Il va falloir former ces jeunes dans ces domaines. Ensuite, vous avez ce fameux problème d'engagement, de recrutement dans la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons transformé nos jeunes en bétail qui sert à travers des contrats. Mais est-ce qu'un contrat règle le problème d'un individu? Non. Le contrat, il faut arrêter. Sous cette forme actuelle. Oui, pour le contrat, le jeune qui finit sa formation, il va en contrat, mais ça ne doit pas excéder 3 ans. Donc, cela suppose qu'il a un numéro matricule. Au bout de ce numéro matricule, au bout de 3 ans, il passe à travers un concours pour être recruté à la fonction publique, ou alors aller dans le privé. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il faut donner, parce que tous ces jeunes qui sont en contrat, ils n'ont pas de formation pour enseigner. Donc, il faut leur donner la formation pour enseigner. Ensuite, quand vous regardez les cabinets du président de la République, du Premier ministre et celui de l'Assemblée nationale, il y a une pétoire de conseillers, de chargés de mission. Il faut légiférer là-dessus. Nous, à notre avis, par exemple, pour faire de la place, pour recruter, il faut légiférer que le cabinet du président de la République n'excède pas 100 chargés de mission conseillers, que celui du Premier ministre et celui du président de l'Assemblée n'excède pas 50 et que les départements ministériels n'excèdent pas 10. Il faut légiférer dessus. Et vous allez voir l'économie que nous allons faire pour pouvoir donner du travail aux jeunes. Vous avez un secteur privé également qu'il faut redynamiser parce qu'il est très important. Vous avez beaucoup de secteurs, et plus particulièrement, je pense aux banques. Regardez dans ces banques, vous avez nos jeunes qui y travaillent, mais ils ne sont pas employés. Non, ce sont des stagiaires, point barre. Non, il va falloir regarder un peu là-dessus et au besoin légiférer. OK? Donc, voilà un peu en gros notre programme qui s'articule, comme je l'ai dit, sur le monde rural, sur la jeunesse et la femme, bien entendu. Et bien entendu, nous allons revoir la deuxième richesse, et la troisième richesse, nous avons l'uranium, nous avons le pétrole. Convenez avec moi que le pétrole n'a rien apporté au Nigeria. Et cela est dommageable. Et avec du recul, on comprend pourquoi est-ce que le président Tanja était inquiet à la fin de son mandat. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire sur notre programme, mais notre programme, il est repris sur notre site, et notre programme également a fait l'objet d'une rédaction. Il y a un livret qui est prêt, donc c'est disponible à tout celui qui veut le consulter. Voilà, Monsieur Padonou, comment entendez-vous donc mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme que vous venez de décrire brièvement?
C'est vrai, mais je pense qu'avant de mobiliser, il faut d'abord faire le point sur l'état de surendettement de notre pays. Parce que ces 5 dernières années, notre pays a été surendetté. Et nous ne voyons pas les produits de ces investissements-là. C'est vrai qu'il y a des ponts, il y a des échangeurs, mais je ne pense pas que ce soit là le problème. Donc, comment mobiliser les ressources? Nous avons nos partenaires traditionnels. Mais au-delà d'eux, allons vers le secteur privé, national, régional et international. Je connais des investisseurs privés qui sont prêts à venir au Niger. Mais le Niger fait peur. Le Niger fait peur aux investisseurs privés. Créons les conditions pour permettre à ces investisseurs qui ne demandent pas mieux qu'à venir, créons les conditions, dis-je, pour qu'ils viennent. Mais écoutez, nous avons assisté la semaine passée au lancement des travaux de 2 routes, je crois. Et 2 routes qui sont financées par des opérateurs privés, l'un nigérien et l'un d'un pays voisin. Mais si vous avez un opérateur nigérien qui est capable de financer 70 milliards de routes et d'être payé à la fin des travaux, donc ça veut dire que dans notre secteur privé, nous avons des capacités, nous avons des potentialités. Si également un opérateur économique voisin peut venir investir 70 milliards avant d'être payé, mais c'est qu'également là, nous avons la preuve que c'est le secteur privé qui est vecteur d'un développement économique. Nous avons parlé tantôt de ces abattoirs, mais ces abattoirs seront financés par des privés. Nous avons parlé de la filièrerie. La filièrerie, nous allons faire appel, nous le savons. Là aussi, la filièrerie, quand nous étions conseiller spécial du président Tanja, nous avons reçu un opérateur économique qui était prêt à investir dans la filièrerie. Il a demandé tout simplement un terrain qui lui a été refusé. Je l'ai rencontré il y a 48 heures. Il est prêt avec d'autres partenaires à revenir investir. Donc la mobilisation de ces ressources se fera donc, comme je disais tantôt, à travers nos partenaires traditionnels, que sont la Banque mondiale, les FMI, la BAD, la BOA, la BID, la coopération bilatérale, mais également et surtout, nous ferons appel, comme je dis, au secteur privé, national, régional et international. Alors, Monsieur Padonou, si vous êtes élu président de la République, quelle serait la priorité de vos priorités? Tout est priorité, M. Foyer. Tout est priorité. La santé, c'est une priorité. Nous avons des pathologies aujourd'hui qui se développent au Niger. Ces pathologies, c'est quoi? C'est le diabète, c'est la tension artérielle. Mais quel est le Nigérien capable de prendre en charge ce traitement? Même le fonctionnaire nigérien, quand vous faites un AVC, on vous amène aux urgences. La première ordonnance qu'on vous rédige, c'est 80 000 francs, s'il vous plaît. Qui a posé 80 000 francs à la maison pour payer? Donc, la priorité de priorité, c'est la santé pour tous. Et en cela, vous avez des organismes qu'il faut complètement restructurer. Je pense à la Caisse nationale de sécurité sociale. Aujourd'hui, il est inadmissible que dans nos établissements hospitaliers, qu'on ne puisse pas disposer d'un plateau technique adéquat. Pas de centre de radiologie, pas de scanner, pas d'IRM, et on les trouve dans une clinique privée. Alors, s'il vous plaît, ma priorité, c'est d'abord la santé. Ma priorité, c'est l'éducation, la formation, mais également la sécurité. Mais la sécurité, vous savez, ce n'est pas l'affaire du Niger tout seul. C'est l'affaire de toute une région. Donc, là-dessus, nous n'allons pas nous étaler. Mais je dis bien, nous n'avons pas une priorité, nous avons des priorités. Et en cela, il faut responsabiliser les responsables des départements ministériels. Oui, un ministre, il a une mission. Il doit rendre compte de ce qu'il a fait. Donc, je disais tantôt, santé, éducation. Donc, la filière là, dont nous avons développé, la filière agricole et la filière élevage, ce sont des priorités. Il faut que ces programmes soient lancés dans les 6 premiers mois. Il faut que ce soit effectif. Une des priorités également, c'est l'intégration sous-régionale. Je crois que nous avons longtemps tergiversé. Il faudrait aujourd'hui, franchement, que l'intégration se fasse. Nous devons avoir les mêmes politiques en matière d'énergie. Aujourd'hui, le Niger, lui seul, ne peut pas régler ses problèmes énergétiques.
Nous devons avoir en commun le problème de notre production agricole, le problème de notre, on disait tantôt, de notre production animalière. Nous devons avoir en commun toutes ces politiques. Il faut que nous acceptions de perdre un peu de nos souverainetés respectives pour aller vers la création de ces grands ensembles qui sont la réponse à nos problèmes sécuritaires, qui sont la réponse à nos problèmes de développement et qui sont tout simplement la réponse à notre épanouissement. Moi, je peine beaucoup pour notre jeunesse parce qu'elle n'a pas eu la chance que nous avions eue. À l'époque, vous allez à l'école, vous finissez, vous êtes orienté, vous travaillez. Aujourd'hui, vous allez à l'école, équiper l'école, c'est les parents. L'État est démissionnaire. Nous avons en cela un programme de construction de classes. Nous avons en cela déjà des partenaires disposés à financer ce volet. Ces mêmes partenaires sont disposés également à investir dans les établissements sanitaires et les mêmes également sont disposés à investir dans les différentes industries dont nous avons parlé tantôt, qui sont les industries pouvant nous permettre de créer de la plus-value sur notre agriculture, de créer de la plus-value sur notre élevage. Donc, le programme, il est là, il n'est pas utopique, il est réaliste. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. Je persiste et signe qu'également en matière de route, le programme fondamental, c'est l'entretien et la construction des routes. Eh bien, la CAFER, là, il faut la revoir. La CAFER doit pouvoir être en mesure de construire et d'entretenir les routes elles-mêmes. Donc ça, c'est un volet qui nous intéresse parce que, me direz-vous, il n'y a pas de développement si on n'a pas de routes pour écouler les produits. Donc voilà, en gros, le programme, comme je le disais tantôt, il est sur notre site, il est sur un document cadre qui est là, qui est à la portée de tout le monde. Je vous remercie.